L'une des plus grandes périodes de l'histoire de France est sans doute le siècle de Louis XIV. Un siècle de rayonnement du pays et qui a fait de la France une des plus grandes puissances d'Europe, voire même du monde. On associe beaucoup la réussite de cette époque au roi. Louis XIV a raison, mais un des plus grands acteurs de ce temps est aussi Jean-Baptiste Colbert, son ministre des Finances. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire du plus grand ministre de l'histoire de France, le successeur du cardinal Mazarin, j'ai nommé Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert naît le 26 août 1619 à Reims, dans le royaume de France. Il est le fils de Nicolas Colbert, seigneur de Vendières, marchand et banquier à Reims puis à Paris, receveur général et payeur des anciennes rentes de la ville de Paris assignées sur les aides, puis conseiller d'État, et de Marianne Pussort, la fille de Henri Pussort, conseiller d'État et membre du Conseil royal des finances. Il s'agit donc d'un enfant de bonne famille. La jeunesse de Colbert est assez mystérieuse. Après avoir étudié dans un collège jésuite, à partir de 1634, il est envoyé chez des banquiers et des notaires. En 1640, il entre au service de son cousin Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange, premier commis au département de la guerre de Louis XIII. À l'âge de 21 ans, il acquiert grâce à son père la charge de commissaire extraordinaire des guerres. Il est commis du secrétaire d'État François Sublet de Noyer. Cette fonction se traduit par des inspections de troupes, ce qui va lui donner une certaine notoriété auprès des officiers issus de la noblesse. En 1645, son cousin le recommande à Michel Letellier, alors secrétaire d'État à la guerre, qui l'engage comme secrétaire privé. Puis, en 1649, il est nommé conseiller du roi auprès du cardinal Mazarin. En 1651, Letellier le présente au cardinal qui lui confie la gestion de sa fortune, à l'époque une des plus importantes du royaume. Il se familiarise pendant une dizaine d'années aux finances royales et aux questions navales. Même s'il était plutôt apprécié de Mazarin, on ne peut pas en dire autant de la cour. Madame de Sévigné le nommait même le Nord. Petit à petit, il gravit les échelons, mais il doit rapidement faire face à celui qui deviendra son pire ennemi, le surintendant des finances Nicolas Fouquet. En 1659, alors que Jean-Baptiste Colbert est chargé de veiller à la gestion des finances de l'État, il rédige un rapport sur des prétendues malversations de Nicolas Fouquet. Il finira par être arrêté. Peu avant sa mort, le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin présente Colbert au roi Louis XIV et lui suggère de le prendre à son service par la phrase « Sire, je dois tout à votre majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. » Les deux hommes vont très bien s'entendre, car ils partagent la même passion pour leur royaume. Malgré tout, Colbert reste très respectueux vis-à-vis du jeune Louis XIV, car il n'oublie pas qu'il reste son souverain. Il n'oublie pas non plus qu'il est très écouté du roi, et qu'il ne reste qu'un informateur privilégié de celui-ci, qui conserve le pouvoir de décision. Après la chute de Nicolas Fouquet, il devient intendant des finances le 8 mars 1661. À partir de ce moment-là, commence véritablement la mise en place de la doctrine économique du colbertisme. Le principe fondamental de celle-ci est que l'influence et la grandeur d'un pays sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux. L'objectif de l'État est d'obtenir un maximum de ces ressources. Cela se fera en développant l'économie nationale. Afin d'enrichir la France, Colbert industrialise et réexporte à haute valeur ajoutée avec une balance de paiement excédentaire. Afin d'atteindre ces objectifs, il mit en place 3 mesures majeures. La création d'une puissante marine, la réglementation de la production des corporations et la mise en place de manufactures royales. En parallèle, il entreprend en 1661 une grande réforme comptable, privilégiant une comptabilité administrative au détriment d'une comptabilité étrangère. Bien qu'il mette rapidement en place des mesures économiques, il participe également à la mise au pas des provinces, ce qui est dans la continuité de la politique du cardinal de Richelieu. Il met en place, à partir de 1665, le tribunal des grands jours d'Auvergne, qui a pour but de purger la montagne d'une infinité de désordres. Il statuera sur 1360 affaires de corruption et d'exaction de nobles. Au total, 87 nobles, 26 officiers et 4 ecclésiastiques sont condamnés sur place publique. Le 21 mars 1673 est mis en place l'édit de Colbert, qui institue des lois sur les hypothèques. Cependant, celui-ci est réformé un an plus tard. Mais pour la première fois de l'histoire de la publicité foncière, Colbert met au premier plan l'importance d'avoir une sécurité juridique des transactions immobilières et du crédit. Lui-même déclare « Il faut rétablir la bonne foi qui est perdue et assurer la fortune de ceux qui prêtent leur argent. Il faut aussi rétablir le crédit des particuliers qui est perdu sans ressources. Il faut faire voir clair à ceux qui vous secourraient et s'ils trouvaient leur sûreté. Il faut ainsi ôter le moyen à ceux qui veulent tromper les autres de pouvoir le faire. » Afin de développer le commerce,
Colbert assure le développement de nouvelles infrastructures. Il fait dans un premier temps construire le canal des deux mers afin de relier la Méditerranée et l'océan Atlantique. Puis il fait paver et éclairer Paris, ce qui n'était quasiment pas le cas à l'époque. Colbert embellit la ville de quais, de grandes portes comme celle de Saint-Denis ou encore de Saint-Martin et de places publiques. Au niveau des provinces, il fait construire de nouveaux ports, des chantiers ou arsenaux de construction navale dans les principaux ports du royaume. Pour assurer le recrutement d'équipage, il met en place un nouveau système d'inscription marine. Cependant, il demande aux juges de privilégier la condamnation aux galères, y compris pour le délit de vagabondage, ce qui permettra de mouvoir une partie des galères royales militaires et de commerce. Entre-temps, il acquiert d'autres postes. En 1663, il est nommé intendant de la marine et en 1664, il acquiert le poste de surintendant des bâtiments et manufactures. À ce titre, il met en place une autre batterie de mesures. Il copie les productions d'autres États voisins afin de rendre la France indépendante et souveraine. Il débauche des ouvriers étrangers pour former des ouvriers de manufacture française. Et en parlant de manufacture, il en crée toujours plus et réclame celles qui avaient fermé. Il favorise ainsi la production de glace et de tapisserie. En 1664, il met en place le premier tarif de douane moderne, le tarif Colbert. Le 16 février 1669, Jean-Baptiste Colbert est nommé secrétaire d'État à la Maison du Roi et secrétaire d'État à la Marine, ce qui va encore plus agrandir son pouvoir, même si, je le rappelle, Louis XIV reste le seul détenteur des décisions car nous sommes dans une monarchie absolue. C'est à partir de maintenant qu'il va prendre ses plus grandes décisions. Il continue tout d'abord le projet de réformation de la noblesse, qui vise à dresser un catalogue de l'ordre nobiliaire pour assujettir à l'impôt direct des milliers de foyers, jusque-là exemptés fiscalement. Ensuite, il met en place une grande réformation des forêts royales. Il fait suite à un constat désastreux sur les forêts françaises. En effet, avec les défrichements, la surexploitation, les abus, le relâchement de l'administration des forêts, ainsi que les conséquences des guerres de religion, les forêts étaient à l'époque très diminuées. De plus, cette surface forestière restreinte empêche la construction de navires en grande quantité. Il va donc y avoir une plantation massive d'arbres. C'est un véritable succès et la marine royale est ressuscitée. Dès 1670, on n'utilise plus que du bois français. Le 7 mars 1679, il ordonne la commande de 276 navires de guerre, triplant ainsi les capacités de commerce maritime de la France. La grande réformation inspirera fortement le code forestier moderne de 1827. Nous avons beaucoup évoqué la politique nationale de Jean-Baptiste Colbert, mais pas sa politique étrangère. Il créa de nombreux comptoirs à l'étranger comme Pondichéry en 1670, qui marqua le début du peuplement de la Nouvelle-France en Amérique du Nord, l'île Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion, qui est stratégique pour le contrôle de l'océan Indien. Il fonde aussi de grandes compagnies comme la Compagnie des Indes orientales, la Compagnie des Indes occidentales et la Compagnie du Levant. Enfin, il met en place dans les colonies françaises le Code noir. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors, il faut replacer cet édit dans son contexte historique. L'esclavage est officiellement aboli en France depuis le 3 juillet 1315. Oui, c'est très tôt. Cependant, cette loi fut complètement oubliée, à tel point qu'à partir des années 1620, avec le commerce triangulaire, l'esclavage revient dans les colonies. Seulement, les propriétaires traitent très mal leurs esclaves. Souvent, certains sont sous-alimentés, tués, frappés. Colbert, étant avant tout responsable des finances, souhaite la réussite économique du pays. Or, des esclaves maltraités ne sont jamais très productifs. Cela peut paraître surprenant, mais à cette époque, pour l'extrême majorité de la population, l'esclavage n'est pas un problème, et ce, en France comme à l'étranger, car il ne faut pas oublier que les traites intra-africaines ont causé plus d'esclaves que les traites négrières atlantiques. 14 millions de déportés contre 12 millions. Bref, l'objectif de cet édit était de réglementer la vie des esclaves et les droits des maîtres d'esclaves. Cependant, en réalité, cet édit n'aura que très peu d'impact sur la situation car les contrôles furent difficiles en raison de la distance. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent Colbert que pour le Code noir. Or, Colbert entreprit bien d'autres choses. De grandes réformes financières, des mesures plus égalitaires ou encore la transformation de la France en puissance marine de premier plan et la mise en place des prémices de l'industrie française. Tout cela nous montre à quel point Colbert a été une révolution pour l'État français et peut-être même pour l'Europe. Bien entendu qu'il nous faut aborder, comme pour tout personnage historique, quel que soit son pays ou son époque, ses pages sombres. Mais n'oublions pas ce qu'il a apporté et n'oublions pas que l'erreur est une caractéristique typique de l'être humain et ce, quel que soit son temps.